caso que as falas e as perguntas se extendam um pouquinho, quem está no simpósio, sinta-se livre para se retirar e ir para o simpósio, por favor. Eu vou apresentar então muito rapidamente o professor Laval, porque eu não quero roubar tempo dele. O professor Laval é professor de Sociologia na Universidade de Paris, Nanterre, especialista em utilitarismo e no pensamento de Jeremias Bentham. Ele escreveu, junto com Pierre Dardot, 2 livros que já foram traduzidos ao português, A Nova Razão do Mundo e o Livro Comum. E atualmente acaba de publicar o livro Foucault-Bourdieu e a Questão Neoliberal, em março de 2018, e ainda não tem tradução, mas certamente terá. Eu vou passar então a palavra para o professor Laval. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'être ici. Je remercie les organisateurs et notamment la professeure Sandra Caponi qui a fait en sorte que je puisse venir. Elle a été un peu inquiète quand elle a vu que je présentais un texte de 29 pages, le tout en 40 minutes. Donc elle m'a demandé gentiment, très gentiment, de réduire le propos et d'aller à l'essentiel. D'autant plus que les traductrices, que je salue, m'ont demandé de parler lentement et de faire des pauses. Ce qui va m'être difficile, car je n'ai pas l'habitude justement de m'arrêter, mais je vais faire un effort. Alors le titre de ma communication est Foucault et l'expérience utopique. Le titre contient une formule qui peut vous paraître curieuse, bizarre, celle d'expérience utopique. Elle vise à mettre en évidence ce que je crois être un fil rouge, une constante, voire ce qu'on pourrait appeler un schème fondamental de la pensée de Foucault. L'expression est curieuse, pourquoi? Parce que Foucault a entretenu, me semble-t-il, un rapport très ambivalent à l'utopie. Mais il me semble que si l'on précise bien le sens de l'expérience utopique, alors on peut cerner ce que je n'hésite pas à appeler le foyer le plus actif de sa philosophie, si on veut bien la considérer comme une philosophie de l'altérité, ou mieux encore, comme une philosophie de l'expérience de l'altération ou de la transformation. L'utopie, pour Foucault, ce n'est pas une représentation, c'est une volonté. C'est la volonté de l'autre vie, c'est la volonté de l'autre monde. Et cette volonté fait partie de ce qui est irréductible au pouvoir, qui se présente comme à la fois capacité critique et pratique de la liberté. L'expérience utopique est donc pour moi une expérience de transformation, d'altération, une expérience de la liberté, ce qui me semble être synonyme de pratique de la liberté, au sein même de l'ordre existant des choses et des mots. Foucault en a donné une définition lapidaire, très lapidaire, mais précise, lorsqu'il dit « une expérience est quelque chose dont on sort transformé ». L'expérience altératrice reste pour Foucault non seulement une affaire personnelle ou collective, mais c'est une grille d'intelligibilité de l'histoire, et c'est de surcroît le contenu, le sens même de son œuvre, qui sont conçus par lui sous l'angle d'une expérience de transformation de l'auteur. D'où tout le questionnement sur qu'est-ce qu'un auteur. Un auteur, ce n'est jamais que quelqu'un qui se transforme en écrivant un livre et qui cherche à transformer le lecteur qui lit ce livre. Alors, je voudrais commencer par lire un extrait d'un entretien inédit donné au Nouvel Observateur en 1979 et qui a été publié partiellement par ce même journal très récemment, au mois de février 2018. Ce texte me semble dire mieux ce dont il s'agit que tout commentaire que l'on pourrait en faire. L'intervieweur demande à Foucault pourquoi on s'est étonné, voire scandalisé, devant l'intérêt qu'il a manifesté pour l'insurrection iranienne. Foucault répond
que c'est très mal le connaître que d'être surpris, parce qu'il n'a fait au fond, durant toute son œuvre et toute sa vie, que dire et faire la même chose, que dire et faire la même chose. D'où ce que j'appelle, moi, le fil rouge de l'œuvre. Et pour le faire comprendre, il sort de l'actualité la plus chaude qui fait l'objet de l'entretien, c'est-à-dire la révolte iranienne, pour retracer son parcours. Il y a là un morceau, un fragment d'autobiographie intellectuelle qui me semble extrêmement significatif. Foucault dit ceci: ce qui est important pour la philosophie, pour la politique, finalement pour tout homme, j'insiste là-dessus, pour tout homme, c'est bien ce que Bataille appelait l'expérience, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas l'affirmation du sujet dans la continuité fondatrice de son projet, c'est plutôt dans cette rupture et ce risque par lequel le sujet accepte sa propre transmutation, transformation, abolition dans son rapport aux choses, aux autres, au vrai, à la mort. C'est cela l'expérience. L'expérience, c'est risquer de n'être plus soi-même. Et il ajoute, je n'ai pas fait autre chose que de décrire cette expérience. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la folie, sinon l'histoire de cette expérience par laquelle l'Occident a risqué et constitué en même temps son statut, le statut de la raison comme sujet en face de la folie enfin maîtrisée comme objet à connaître. Donc, je n'ai pas fait autre chose. Qu'est-ce que c'est finalement que la science occidentale, sinon une expérience dans laquelle s'est constitué un sujet pur et immobile de rationalité, capable de maîtriser un discours qui peut être démontré de bout en bout ou un monde qui peut être expérimenté de bout en bout. Un monde qui peut être expérimenté de bout en bout. C'est une expérience. Alors, nul besoin d'exégèse trop longue sur les circonstances historiques qui ont favorisé cette prédilection pour l'expérience, altératrice ou utopique. Foucault le dit très bien lui-même dans un entretien de 78. Il explique qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il ne pouvait être question pour les jeunes intellectuels comme lui d'adhérer au grand partage de l'époque entre États-Unis et URSS de Staline. Il dit ainsi, l'expérience de la guerre, toujours le mot expérience qui revient sans cesse chez Foucault, l'expérience de la guerre nous avait démontré la nécessité et l'urgence d'une société radicalement différente de celle dans laquelle nous vivons. Et il ajoute, on voulait être complètement autre dans un monde complètement autre. Il ne s'agit donc pas de l'adhésion à une doctrine, ce qui n'aurait pas changé la vie des adhérents. Il s'agit toujours, pour Foucault, de faire l'expérience d'un changement de soi. On voit par là qu'avec l'expérience de l'autre, l'expérience altératrice, il envoie des choix fondamentaux de Foucault. Il en va du sens même de son œuvre, de la portée qu'il voulait lui donner, pour lui, mais aussi pour la société. Car si l'on s'interroge encore sur la linéarité, sur l'unité de l'œuvre de Foucault, si l'on cherche encore parfois à dénombrer les différents Foucault, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième Foucault, et que sais-je encore, on oublie trop souvent qu'il n'y a pas seulement chez lui une pensée, voire une pratique de la discontinuité, il y a chez lui, comme la trame de tout ce qu'on a pu appeler un parcours philosophique, ce que je nommerais une déroutante et paradoxale continuité subjective de la volonté d'être autre, une constante détermination à devenir autre que soi. De sorte que l'expérience utopique, comme expérience altératrice, est bien ce qui peut caractériser non seulement l'objet et la méthode de Foucault, mais sa subjectivité même, laquelle permet de rendre compte justement de la discontinuité assumée de l'œuvre elle-même. Pensez donc l'expérience comme transformation de soi, voilà à suivre Foucault quelle est la ligne, l'axe majeur de son travail, de son œuvre, de sa vie. Ce qui reste évidemment à expliciter, ce que j'entends faire ici brièvement. Après avoir rendu compte de ce qu'on pouvait entendre plus précisément par expérience utopique, je prendrai deux exemples, si le temps m'en est donné, de saisie de l'histoire au travers de ce prisme de l'expérience utopique, mai 68 et la révolution iranienne. Alors, qu'est-ce que l'expérience utopique? J'ai fait sans doute trop long pour pouvoir tout en dire
de ce que j'ai écrit, je dirais, je résumerai ainsi les choses. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver assez curieux d'associer le nom de Foucault au concept d'utopie, car lorsqu'on considère ses recherches, on s'aperçoit qu'il ne laisse guère de place dans ces matériaux exploités, utilisés, analysés, à l'utopie, à la littérature utopique. Peu de choses sur Thomas More, sur Fourier, sur Saint-Simon ou sur Cabet. Si vous regardez l'index des noms propres dans les recueils des dits et écrits, vous ne trouverez pas les noms de ces grands auteurs utopiques. Il n'y a rien de commun, donc, avec des grandes enquêtes sur l'utopie que de Ernst Bloch ou de Miguel Abensour. Le concept d'utopie n'est généralement pas retenu comme un terme foucaldien. Judith Revel l'a bien souligné. De façon générale, la place dans sa réflexion des projets d'émancipation, pourtant inséparables de la politique moderne, reste très limitée. Peu de choses sur le républicanisme ou le socialisme ou sur l'anarchisme. Enfin, sur tous les grands projets de libération définitive de l'homme. Vous le savez bien, Foucault préférait en effet s'intéresser aux pratiques de la liberté qu'aux grands discours sur la liberté. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le contenu doctrinal, ce n'est pas finalement le rêve utopique, c'est bien plutôt la façon dont ces rêves peuvent donner lieu à des dispositifs, à des pratiques. Vous voyez par exemple la façon dont il traite de Bentham, non pas comme un grand utopiste, mais comme un technologue de la société. On peut donc dire, à bon droit, que l'utopie, dans ses formes littéraires et politiques reconnues, n'est pas constituée par lui en problème. Il ne l'a pas thématisée. On peut même ajouter qu'aussi bien dans les mots et les choses, à propos du marxisme et de toutes les utopies d'achèvement, c'est une expression de Foucault, des utopies d'achèvement, mais aussi bien dans Surveiller et punir, finalement, il a tendance à faire un usage très péjoratif du terme d'utopie. Dans Les mots et les choses, vous vous en souvenez, Foucault parle des utopies comme des formes de savoir typiques d'une époque. Ce sont tantôt les rêves d'origine des pensées classificatrices au XVIIIe siècle, ou alors les rêves de fin de l'histoire des pensées causales du XIXe siècle. Il inscrit toujours la littérature utopique dans les épistémés qu'il étudie. Au fond, s'il y a ce qu'il appelle un dehors et un ailleurs, pour Foucault, cet ailleurs, cet autre, ne peut se dire dans la fable utopique, en ce que cette dernière appartient encore au monde d'où elle est issue, et qu'elle conteste peut-être, mais elle fait partie des systèmes de pensée dont elle voudrait se distinguer sans le pouvoir vraiment. Car avec la fable utopique, l'autre n'est jamais que l'autre du même. Alors l'utopie absente, l'utopie condamnée chez Foucault, non. L'utopie hante le propos et l'œuvre de Foucault, mais elle est rendue sous des airs peu reconnaissables. Elle est présente sous une forme transformée que l'on va préciser. Elle est présente, je l'ai indiqué dans mon introduction, comme une expérience. Alors l'expérience chez Foucault, de la même façon que l'utopie n'est que rarement repérée comme un terme proprement foucaldien, l'expérience, et c'est beaucoup plus curieux encore, est rarement soulignée comme un terme fondamental de la pensée de Foucault. Il y a néanmoins quelques écrits, quelques articles, voire un livre, celui de Pierre Sauvet, qui lui est consacré et qui montre à quel point le terme d'expérience trame toute l'œuvre de Foucault, depuis le début, depuis l'expérience onirique, jusqu'à la fin, jusqu'aux analyses de la philosophie grecque cynique. L'expérience est l'objet d'un double usage, pourrait-on dire, chez Foucault. Disons plutôt qu'il cherche à articuler
deux façons de prendre l'expérience, mais vous allez voir qu'elles sont liées. D'une part, l'expérience est lue d'une façon kantienne, mais un Kant bien historique ou historicisé. C'est ce qu'il appelle le champ d'expérience. Nous sommes toujours confrontés à des champs d'expérience, que ce soit des savoirs, des dispositifs ou des institutions. Ces champs d'expérience, ce sont ceux qui s'impriment dans nos vies, dans nos modes de pensée, qui font la différence, les distinctions entre le vrai et le faux, la raison et la folie, etc. Les champs d'expérience, ce sont les savoirs d'une époque, donc ce sont des conditions historiques transcendantales dans lesquelles nous pensons. Mais ces champs d'expérience ne sont jamais que le produit d'expériences de transformation antérieures. L'expérience, et là c'est plutôt une lecture nietzschéenne qu'il en fait, même si les noms qui reviennent sous sa plume sont ceux de Bataille ou de Blanchot, l'expérience, c'est toujours cette expérience de transformation, cette expérience qui va être à l'origine des champs d'expérience. Car dans les savoirs qu'il étudie, il n'y a pas que de la mort, il n'y a pas que des choses instituées, il y a le produit, le résultat d'une transformation qui a eu lieu dans l'histoire. L'utopie est donc pour lui une expérience de l'altération. Cette expérience altératrice, et c'est en ce sens qu'elle est parfois peu reconnaissable, prend des noms différents. C'est la transgression, très inspirée de Bataille, ce sera la résistance, c'est l'insurrection, c'est le soulèvement, tout terme qui désigne finalement la même expérience de la transformation. Si l'on admet que l'utopie, sous l'angle d'une expérience, constitue ce fil rouge, alors on peut en dégager quelques propriétés. J'essaierai d'être rapide sur ce point. L'utopie qu'il valorisera comme expérience n'est justement pas une représentation imaginaire. Ce que Foucault récuse dans la fable utopique, dans la littérature utopique, c'est l'image d'une société future qui guiderait les hommes vers une liberté à venir, vers un bonheur dont on sait déjà ce qu'il sera. L'utopie comme image positive de l'avenir ne l'intéresse pas, il s'en méfie même. Dans l'utopie au sens courant du terme, il y voit tous les dangers possibles. C'est bien cette domination de l'avenir programmé qui aboutit, dans les colonies puritaines des États-Unis, à une vie des colons rythmée au son de la cloche. Cette image de l'avenir, cette image heureuse, se marie d'ailleurs très bien avec ce qu'il appelle l'intériorisation de la loi de l'histoire, c'est-à-dire la grande dialectique historique qui intériorise dans la conscience ce qui est censé advenir à partir de ce qui s'est passé. D'où, dans l'utopie, au sens de la fable, cette plénitude de l'identité subjective comme cette certitude de la science de l'histoire. C'est bien ce qu'il récusera, ce qu'il condamnera, ce qu'il refusera dans le marxisme. Dans l'utopie comme image de la société bonne, nulle expérience nouvelle n'est possible puisque tout est écrit d'avance. L'utopie, c'est une représentation qui fonctionne comme une totalité imaginaire que l'on anticiperait avec toutes ses déterminations et ses limitations. Foucault, je l'ai dit tout à l'heure, parlera, lui, de pratique de liberté, terme synonyme justement de l'expérience. Donc s'il récuse la représentation au profit de l'expérience, il faut aussi ajouter que l'utopie n'est pas une représentation, c'est plutôt un déplacement. L'expérience que l'on fait, c'est le déplacement vers un espace autre. D'où le fait que l'utopie foucaldienne est foncièrement spatiale. Elle n'est pas temporelle. Diogo Sardinia l'a particulièrement bien montré dans un ouvrage publié il y a quelques années. Il ne souhaite pas, au fond, penser l'utopie comme un développement dans le temps, mais comme un rapport à un espace hétérogène, un espace à côté, dont la littérature, dont l'espace littéraire, comme dirait Blanchot, a pu être un moment pour lui le modèle.
Mais l'opposition entre utopie et hétérotopie, comme on sait, se trouve dès la préface des mots et des choses. Pour Foucault, l'utopie, dans ce texte de 66, console. Elle est justement quelque chose qui conforte l'ordre du discours. Elle a des vertus, justement, de consolation parce qu'elle décrit toujours un paysage serein, un espace merveilleux et lisse, tandis que l'hétérotopie, loin de consoler, inquiète, elle dérange le lieu commun contenu dans le langage, elle trouble la distribution habituelle des choses, elle ne les met pas à la place attendue, elle ne cesse de perturber l'ordre des choses par le désordre du discours. Mais c'est évidemment, vous avez compris que je faisais allusion à un autre texte, l'espace autre, l'hétérotopie, texte de 1967. Justement, c'est là où on voit bien qu'à la différence de l'utopie comme rêve, il s'agit bien de penser le lieu des différences, non le temps des rêves. L'hétérotopie renvoie à une possibilité positive de différenciation spatiale. Elle n'est pas évidemment conception sans rapport avec la contestation de l'évolutionnisme et la référence structuraliste à l'espace. Au fond, on pourrait se demander, à lire ce texte ou à relire ce texte, si Foucault aura fait autre chose dans son œuvre que de penser justement les hétérotopies, les espaces autres. A-t-il fait autre chose qu'une hétérotopologie philosophique? On sait qu'il a parlé quelque part dans une interview de ses obsessions spatiales. Lorsque Foucault explique que l'espace est fondamental dans tout exercice du pouvoir, on sait que cela détermine toutes ses analyses de surveiller et punir. S'il dit que l'espace est fondamental dans tout exercice du pouvoir, il faut ajouter en même temps que l'espace est le lieu privilégié pour comprendre comment on peut résister au pouvoir, comment on peut échapper au pouvoir. On peut y échapper par le déplacement, par l'expérience de l'espace autre. Mais l'expérience utopique, c'est aussi une expérience du corps. Je serai plus rapide, mais je voudrais vraiment renvoyer un texte magnifique qui a été le support d'une émission radiophonique et qui s'appelle « Le corps utopique ». Le corps utopique. Ce que montre ce texte, et que je vous invite à lire, vous le trouverez facilement sur Internet, c'est que justement, en tant que corps, nous faisons l'expérience de l'autre, de l'ailleurs. Il y a une phrase très significative à cet égard, et il faut bien l'entendre pour ce qu'elle dit. Pour que je sois utopique, il suffit que je sois un corps. Le corps ne cesse de produire de l'utopie. L'expérience que l'on fait de son corps, et ceci individuellement, mais aussi collectivement, dans différentes sociétés, il en prend beaucoup d'exemples, l'expérience corporelle est l'expérience de l'incorporation de l'autre monde ou du contre-monde. Les religions, les rites, les danses le montrent suffisamment pour Foucault. C'est un texte rare donc qui semble faire dériver les utopies d'un désir primordial de sortir de son corps. Au fond, c'est comme si le corps, je cite toujours Foucault, était animé d'une grande rage utopique, une grande rage utopique. Le corps est virtualité d'altérité. Alors on cherche souvent chez Foucault un vitalisme que je crois n'y est pas. Je ne crois pas à un vitalisme de Foucault. Par contre, je crois qu'on peut y repérer une expérience qui veut que par son corps même, en tant qu'il est mouvement, qu'il ait capacité de déplacement, on peut justement se changer. C'est du fait même qu'on est un corps qu'on peut se changer. L'utopie, c'est aussi au fond quelque chose qui, une expérience subjective très importante et très douloureuse. L'utopie n'est pas consolation, l'utopie c'est quelque chose qui a rapport au risque, qui a rapport à la mort. Je crois que Foucault, vous savez, se reconnaissait peu de maîtres.
il en reconnaissait, à vrai dire, trois. Bataille, Blanchot et Canguilhem. Peut-être y a-t-il d'autres maîtres qu'il cite ici ou là, mais ce sont les trois grands. Et c'est chez Bataille qu'il trouve justement cette dimension du risque et de la mort et du sacrifice. Lorsqu'il parlera des Iraniens qui affrontent à main nue un régime surarmé, il dira ceci. La volonté, c'est peut-être justement cette chose qui, au-delà de tout calcul d'intérêt, et au-delà, si vous voulez, de l'immédiateté du désir, de ce qu'il y a d'immédiat dans le désir, c'est la volonté de ce qui peut dire « je préfère ma faim ». Voilà. C'est ça, l'épreuve de la mort. L'utopie, donc, est très loin chez lui de ressembler à ces paysages sereins dont il parlait dans Les mots et les choses. Mais l'expérience utopique, c'est aussi l'expérience que fait Foucault comme chercheur et comme auteur. Il considère son propre travail comme une expérience de l'autre. Au fond, pour lui, doivent se conjuguer un objet, il étudie des expériences historiques, un objectif, produire un changement dans le rapport au savoir et au pouvoir, produire un effet subjectif, se transformer. Il dira ainsi, l'idée d'une expérience limite qui arrache le sujet à lui-même, voilà ce qui a été important pour moi dans la lecture de Nietzsche, de Bataille de Blanchot, et qui a fait que, aussi ennuyeux, aussi érudits que soient mes livres, je les ai toujours conçus comme des expériences directes visant à m'arracher à moi-même, à m'empêcher d'être le même, à m'empêcher d'être le même. Foucault est un expérimentateur. Ce n'est pas un théoricien. Il le dit très clairement, il ne fait pas de théorie. Il expérimente pour se changer et pour changer le lecteur qui aura la chance, justement, de le lire comme il a écrit ses livres. Le livre est toujours une expérience de transformation de notre rapport au savoir et de nos rapports à nous-mêmes en tant que nous sommes, justement, déterminés, structurés, construits par le savoir. Alors je voudrais maintenant parler de deux moments particuliers où il me semble que joue chez lui le sens qu'il donne à l'expérience. Deux moments qui pour lui ont été assez importants, deux moments assez différents d'ailleurs, mai 68 en France et l'expérience de la révolution islamique en Iran. Mai 68, je crois que pour Foucault, c'est une expérience utopique collective qui n'avait pas son lexique propre, qui n'avait pas son concept. C'est même un moment expérimental collectif qui a fait contresens sur lui-même. Et l'entreprise de Foucault, les textes qu'il publiera à la suite de 68, dans les années 70, sont des textes qui visent justement à proposer un lexique, des analyses, des concepts qui sont à la hauteur de ce qui s'est joué en 68. Il dit ainsi, il est certain que sans mai 68, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait à propos de la prison, de la délinquance, de la sexualité. Ce qui est nouveau pour lui, en 68, c'est l'intérêt passionné de gens très nombreux pour des problèmes concrets, portant sur l'existence individuelle et collective, les problèmes du sexe, les problèmes du corps, de la médecine, de la folie, de l'exercice de la justice, de l'école et de l'université. C'est-à-dire, au fond, tous ces problèmes qui n'avaient pas été pris en charge par le discours politique de l'époque, qui n'avaient pas été pris en charge, pour dire précisément, par le marxisme et par les organisations politiques porteuses du marxisme.
l'événement de 68, la grande découverte de 68, c'est celle d'objets politiques nouveaux. C'est-à-dire, je cite Foucault, d'une série de domaines de l'existence, de coins de la société, de recoins du vécu, qui avaient été jusqu'alors oubliés ou complètement disqualifiés par la pensée politique. C'est un peu comme si 68 faisait que les propres centres d'intérêt de Foucault devenaient les centres d'intérêt de tous. Comme si ces livres, qui étaient pour lui, selon une formule célèbre, des fragments d'autobiographie, devenaient des livres témoins de toute une époque. Alors 68, qu'est-ce que c'est dans le cadre français dans lequel il a vécu autant qu'analysé? C'est une lutte générale contre les pouvoirs, contre les normes. C'est, pour reprendre une formule qui lui est chère, une crise de gouvernementalité, qui ne sont pas sans évoquer justement les crises de gouvernementalité bien antérieures. Il va étudier justement au moment de quand il s'intéressera au mouvement anabaptiste, aux insurrections religieuses de la fin du Moyen-Âge ou de la Réforme. Mais il s'intéresse surtout là aux luttes actuelles, ce qu'il appelle les insurrections de conduite, qui sont dirigées contre des effets de pouvoir. Ces luttes, donc, sont des luttes contre l'assignation administrative à identité, contre le gouvernement par l'individualisation, c'est-à-dire des luttes contre un pouvoir qui vise, je cite, tout ce qui peut isoler l'individu, le couper des autres, scinder la vie communautaire, contraindre l'individu à se replier sur lui-même et l'attacher à son identité propre. Ce sont des luttes contre la soumission des subjectivités à des identités fixées, à des catégories administratives et juridiques, qui nous font être des sujets assujettis à des catégories objectivantes. Ce sont, pour le dire autrement, des luttes contre le pastorat étatique, des luttes contre l'administration étatique du bien-être des individus, et qui les individualisent par la pratique de l'aveu notamment. Les luttes de 68 sont donc comparables à ces luttes anciennes qu'il analysera dans ses textes. Ce qui est en jeu, il le souligne souvent, c'est de savoir, n'est pas de savoir qui a le pouvoir ou qui ne l'a pas, c'est de savoir comment peuvent se modifier les relations entre les individus. Et c'est bien ce que produisent les luttes elles-mêmes, notamment celles des femmes ou celles des homosexuels dans les années 70. Ce qui caractérise cette époque, c'est, je cite, la revendication de la possibilité de rapports interindividuels, de rapports sociaux, de formes d'existence, de choix de vie différents. Et cela va, ajoute-t-il, beaucoup plus loin que la revendication de la liberté sexuelle ou de la libération des désirs. Il dit ainsi, c'est très net dans les milieux homosexuels californiens que je connais, où l'homosexualité, dans sa caractéristique sexuelle, est l'élément de départ de toute une forme culturelle et sociale, d'appartenance, de lien, d'affection, de vie en groupe, d'attachement. Et finalement, on se découvre des plaisirs, des corps, des rapports physiques et autres qui sont non sexuels, métasexuels, parasexuels. Au fond, ce qu'il indique là, lorsqu'il répond à des journalistes qui l'interrogent, c'est le fait que l'expérience de 68, l'expérience collective de 68, c'est une expérience qui ouvrait précisément sur une autre vie. Et ce qu'il dénonce, qu'il critique dans l'interprétation du gauchisme marxisant ou hyper-marxisant de l'époque, c'est précisément de n'avoir pas saisi qu'il s'agissait d'une aspiration à vivre autrement. Ce qu'il appellera plus tard, justement, la spiritualité. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il a dit de la révolution iranienne et de ses analyses sur la spiritualité politique si l'on ne comprend pas l'analyse qu'il a faite de 68 et de ses suites, des limites de 68, ou plutôt des limites des interprétations données à 68. Mais on peut dire également que si 68 n'a pas été jusqu'au bout, finalement, de sa dynamique, c'est que 68 n'avait pas sa théorie, ou que 68, en tant que pratique de liberté généralisée,
n'avait pas trouvé un appui dans un discours qui aurait justement été un discours spirituel. Alors, justement, à ce propos, je crois qu'il faut revenir sur la question iranienne, dire que la spiritualité politique, ce concept-là, est directement opposé au marxisme dominant, à la conception de la révolution marxiste, selon lequel tout soulèvement s'explique d'abord par des causes matérielles. Le marxisme, le socialisme et le communisme sont pour Foucault des grands échecs historiques car ils n'ont pas réussi à soutenir une spiritualité, à se soutenir d'une spiritualité. On peut même dire que pour Foucault, marxisme, socialisme et communisme ont participé d'un assèchement de l'imagination politique. Et c'est justement le but de Foucault. Le but de Foucault sera de ranimer l'imagination politique, de trouver, de susciter une nouvelle imagination politique. Là, je ne fais que reprendre les termes même de Foucault de 1978. Je voudrais vous lire un petit passage qui me semble très intéressant. Dans cet entretien donc de 78, avec Yoshimoto, un journaliste japonais, il ajoute ce qui est caractéristique de notre génération. Ça, c'est très important, de notre génération. Probablement en est-il de même pour celle qui nous précède et pour celle qui nous suit. C'est le manque d'imagination politique. Et là, il va dire quelque chose de tout à fait étonnant quand on se souvient des analyses des mots et des choses de 1966, 12 ans plus tôt. Les hommes du XVIIIe siècle et ceux du XIXe siècle possédaient au moins la faculté de rêver l'avenir de la société humaine. En effet, de Rousseau à Locke, ou à ceux qu'on appelle les socialistes utopistes, on peut dire que l'humanité, ou plutôt la société occidentale, foisonnait de produits fertiles de l'imagination sociopolitique. Or, aujourd'hui, chez nous, quelle aridité d'imagination politique. Nous ne pouvons que nous étonner de cette pauvreté. En ce sens, nous sommes aux antipodes des hommes du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors là, vous remarquez quelque chose qui est très problématique chez Foucault. Il condamnait de façon assez claire les fables utopiques en tant qu'elles appartenaient justement aux grandes épistémées de leurs époques et qu'elles ne pouvaient jamais être que l'autre du même. 12 ans plus tard, après l'expérience de 68 et de son échec et de son manque de concept et de spiritualité, il regrette l'assèchement de l'imagination politique induite par le marxisme dominant de son temps. Et c'est justement dans ce cadre-là que je crois qu'on peut comprendre l'intérêt qu'il va porter à la révolution iranienne. C'est au moment justement où la question de la révolution est posée, la révolution dans ses termes classiques est posée, il va s'intéresser à une autre forme de révolution qui semble justement, elle, faire plutôt donner dans une conception très ancienne de la révolution comme retour à. Mais ce qu'il en dit, et il le confie à l'un de ses interlocuteurs de l'époque, ce qu'il en dit et ce qu'il en pense, en fait, est éclairé par la lecture du Principe Espérance d'Ernst Bloch. On
on a du mal à associer Foucault et Ernst Bloch, principe espérance. Et pourtant, c'est bien ce qu'il va faire en Iran. Il va essayer de mettre à l'épreuve ce que les utopies, les rêves d'un autre monde peuvent provoquer dans une société. Là, il voit avec une certaine fascination dans la révolution iranienne une force de soulèvement d'un peuple sans armes. Et il se demande d'où vient cette force qui permet la transfiguration du monde. Elle ne peut, je l'ai dit, provenir d'une idéologie de type marxiste. Elle témoigne d'une volonté collective unitaire qui accepte les sacrifices les plus grands, les risques de la mort. Et c'est ailleurs, cette aspiration à l'ailleurs, les masses iraniennes trouvent dans la religion. Il s'agissait, dit Foucault, de vivre comme force révolutionnaire la religion islamique. Et cette force collective venait de la volonté de renouveler leur existence tout entière en renouant avec une expérience spirituelle qu'ils pensent trouver au cœur même de l'islam chiite. Cette volonté, c'est ce qu'il appelle justement la spiritualité. La révolution iranienne l'a impressionné dans sa tentative d'ouvrir dans la politique une dimension spirituelle. Et cette spiritualité, il l'a définie dans le droit fil de ce que nous avons appelé l'expérience utopique, c'est-à-dire l'expérience de la transformation de soi. Dans un entretien inédit, donc, que j'ai déjà cité, qui est paru en février 2018, il dit ainsi: « Il me semble que cette possibilité de se soulever soi-même à partir de la position du sujet qui vous a été fixé par un pouvoir politique, un pouvoir religieux, un dogme, une croyance, une habitude, une structure sociale, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, je prie de bien comprendre ce qu'il indique là, la spiritualité, c'est-à-dire devenir autre que ce qu'on est, autre que soi-même. » Quand on a vu apparaître ce concept de spiritualité chez Foucault, au moment de la révolution iranienne, beaucoup de commentateurs en ont été surpris. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité justement cette réponse de Foucault. Pourquoi s'est-on étonné de l'intérêt que j'ai porté à la révolution iranienne? Parce que ce que j'ai trouvé dans la révolution iranienne, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai toujours pratiqué. Ce qu'ils voient chez les Iraniens, je cite, c'est cette volonté radicale d'altérité à propos de soi-même. Mais chez Foucault, la spiritualité religieuse n'est qu'une forme parmi d'autres de spiritualité. Il ne s'agit pas du tout, pour lui, d'attendre de la religion qu'elle soit la nouvelle force révolutionnaire dans les sociétés occidentales. Ça serait un contresens complet de le penser ainsi. Ce qui importe pour lui, dans les phénomènes spirituels, c'est justement que l'esprit y soit présent. Religion et spiritualité donc ne se recouvrent pas. Il se trouve qu'en Iran, la spiritualité politique a pris une forme, un contenu religieux, parce que le peuple iranien était, au profond de son existence, collective, religieux. Mais il y a d'autres voies, d'autres possibilités de spiritualité. La spiritualité est un phénomène général à la source, à l'origine, à la racine, dit-il, de tous les grands bouleversements politiques et culturels. Et c'est cela qui importe. Pour qu'il y ait soulèvement, il faut une volonté, une force, une énergie, un esprit de sacrifice qui soit d'une autre nature que la cause matérielle dont les masses prendraient conscience selon le schéma révolutionnaire, disons, classique. Ce qui importe dans de tels événements, dans de tels phénomènes, c'est l'autre scène. On va prendre un concept psychanalytique. C'est celle d'un imaginaire dans lequel les figures mythiques ou bien religieuses l'emportent
sur toutes les considérations d'intérêt. Et c'est pourquoi dans ces articles, il souligne combien le mouvement spirituel transcende les classes sociales. Ce n'est donc pas une logique de classe ou d'intérêt de classe qui peut changer la situation. C'est un imaginaire collectif qui donne l'énergie de lutter contre un pouvoir armé ou particulièrement brutal. Et ce n'est pas sans intérêt qu'on peut retrouver chez Foucault la célèbre formule de Marx selon laquelle la religion, loin de se réduire à l'opium du peuple, est, je cite Marx, l'esprit d'un monde sans esprit. Ce qui situe pour Foucault la valeur révolutionnaire justement de la spiritualité en général. Et ce qui permet habilement à Foucault, comme il le fait souvent, de retourner Marx contre le marxisme. Alors ce n'est pas non plus, si j'avais le temps, je montrerais que Foucault n'entend pas du tout, je dirais, absoudre les religions des limitations qu'elles apportent à la spiritualité. Une religion se soutient de la spiritualité, c'est-à-dire de ce désir de devenir autre. Mais la religion encadre, canalise, contrôle, limite la spiritualité. Et justement, l'enjeu, c'est bien de faire sortir la spiritualité de son cadre religieux. Ainsi, explique-t-il, surtout à propos du cas de Calvin, il est certain que les religions, dit-il, sont à la fois une sorte de structure d'accueil pour ces formes de spiritualité, pour ces pratiques de spiritualité et les limitations. Vous remarquez, je fais une parenthèse, que ici, dans ces textes, pratiques de spiritualité et pratiques de liberté sont quasiment synonymes. On peut mettre en série, vraiment chez Foucault, pratique de spiritualité, pratique de liberté et expérience utopique. Alors j'ajoute, je reprends sur les religions, il est certain que les religions sont des structures d'accueil pour ces formes de spiritualité et des limitations, car elles vous prescrivent en quoi on doit devenir autre que soi-même, vers quoi on doit aller, vers quel nouveau statut, etc. En fait, les religions constituent un codage de la spiritualité. Donc nulle adhésion, nulle conversion, si je puis dire, de Foucault à la religion. Par contre, on sent bien ici l'effort que voudra faire Foucault, l'effort de repenser la spiritualité à l'époque moderne. Je crois que c'est ici peut-être une des explications de ce grand détour par la Grèce. Il est quand même tout à fait frappant de remarquer que Foucault, à la fin de sa vie, ira chercher dans la philosophie grecque quelque chose qui, justement, renvoie à la vie autre. Il ira jusqu'à dire, vous vous en souvenez sûrement, dans Le courage de la vérité, qu'il y a deux grandes voies dans la philosophie. Il y a la voie de la vie autre, dont témoigne le cynisme, ou la pratique cynique, démontrée par le scandale, la vérité. Et cette vérité, elle ne se manifeste, elle ne se révèle que justement parce qu'on vit autrement. Et l'autre voie, l'autre branche, qui est le monde autre. Deux voies se sont ouvertes à la philosophie, et incontestablement, Foucault a choisi son camp, si je puis dire. Il a choisi, dans cette grande bifurcation, sa branche. C'est celle de l'altération. Et c'est pourquoi je crois que on ne peut comprendre Foucault, enfin c'est la manière en tout cas dont je le lis, que si l'on prend au sérieux tout ce qu'il dit dans ces petits morceaux d'autobiographie, lorsqu'il insiste sur le fait qu'il a toujours pensé la même chose, qu'il a toujours voulu vivre la même chose, c'est-à-dire l'altération, la transformation de soi. Mais c'est aussi une leçon pour nous, car je crois que Foucault, loin de se convertir au néolibéralisme, comme on l'en a accusé dans un certain nombre de cercles,
Je crois que Foucault est resté profondément un révolutionnaire. Un révolutionnaire. Un révolutionnaire, mais pas au sens justement de la révolution classique de type marxiste. Foucault est un révolutionnaire qui cherche une voie nouvelle à la révolution, un sens nouveau à la révolution. Lorsqu'il dit par exemple, il parle du futur, il se fait un peu prophète. C'est rare chez lui, mais il faut quand même le dire qu'il le fait de temps en temps. Il dit à un moment donné, le temps des frères de la vie commune, le temps des anabaptistes, le temps des taborites, cela va recommencer. Mais pas sous une forme religieuse. Mais pas sous une forme religieuse. Bien qu'il y aura aussi des formes religieuses. Cela va être une immense expérimentation à l'échelle d'un siècle au moins, sinon plus. Ce qu'il annonce en 79, c'est que le 21e siècle prendra le sens d'une expérimentation généralisée de nouvelles formes de vie. Et la tâche, me semble-t-il, des intellectuels, s'ils entendent cet appel, cette invitation de Foucault, la tâche des intellectuels critiques, comme on dit, me semble être justement de faire le plus grand cas, de prêter la plus grande attention aux expérimentations en bas de la société, microscopiques parfois, qui peuvent soutenir cette aspiration à la vie autre et à la société autre. Je vous remercie. Já tínhamos falado antes que em tiver compromisso com os simpósios temáticos pode sair, eu acredito que algumas pessoas saíram, mas a gente vai estender o debate tranquilamente aqui para que a gente possa conversar. Desculpa, Pedro, eu tinha entendido. Ok, está certo, porque tínhamos acertado. Então, vamos aguardar um pouquinho. Os simpósios vão começar um pouco mais tarde e a gente pode iniciar então o debate tranquilamente aqui, ok? Podemos então começar com o debate, por favor. Quem quer fazer alguma pergunta? A gente vai anotando aqui e as meninas me ajudam. Si, on va voir. Je vais essayer. É melhor fazer em francês ou s'il vous plaît, ou em português? Alors, en français, donc, desculpem, gente. Você pode se autotraduzir. Não, eu posso fazer os dois, Faz os dois. Tá, então tá. Christian, en fait, deux petites choses. Premièrement, tu as dit que tu as fait un rapport entre les espaces et la capacité révolutionnaire d'utiliser ces espaces par des nomadismes, etc. Est-ce que donc les grandes migrations qu'on assiste en Europe, mais qui aussi arrivent au Brésil, etc., sont pour toi des mouvements révolutionnaires? Ça, ce serait la première question. Já traduziu? Et la deuxième question, ce serait
ce serait dans le petit article que tu as écrit il y a 10 ans sur mai 68, tu parlais justement que le grand héritage de ces événements, c'était justement la création d'une communauté d'affect, hein, et que ça c'était très important dans justement dans l'avenir de la gauche, de la pensée révolutionnaire, de la pensée critique d'ailleurs. Comment est-ce que tu fais la relation entre justement le terme de spiritualité que tu as présenté chez Foucault et ce concept de communauté d'affect? C'est ça. Alguma outra questão que a gente possa juntar por questão de tempo também? Sim? Lá? Bem, a pergunta não está diretamente relacionada à pergunta anterior do colega, mas eu gostaria de perguntar se, dentro do sentido da Revolução Iraniana e o significado que ele atribui à espiritualidade, se haveria alguma relação com a racionalidade neoliberal que o autor escreve no seu último livro. Enfim, se é possível estabelecer essa conexão entre a racionalidade neoliberal como uma nova forma de espiritualidade do mundo de hoje. Bom, boa tarde a todos. A minha pergunta para o Cristian é: qual pode ser, dentro dessas novas formas de vida, dessa experimentação, qual pode ser o papel, ou qual é o papel do direito? Bien. Après, depois a gente faz outra rodadinha de perguntas, ok? Fazemos 3 e depois... Oui, pardon. En fait, sur les formes de vie nouvelles, autres, Foucault ne tient pas de grands discours. Ce qui l'intéresse, c'est comment dans les résistances au mode de gouvernement, aux formes de gouvernement, s'inventent des formes de vie, ou plutôt se manifestent des aspirations à des formes de vie différentes. C'est à nous, si l'on pense que sa méthodologie est intéressante, à faire l'épreuve de ces concepts. Est-ce que dans les mouvements, ici ou ailleurs, est-ce que dans les mouvements des sans-terre, est-ce que dans les mouvements des Noirs, est-ce que dans les mouvements des femmes, s'inventent ou non des formes de vie nouvelles, des formes de relations nouvelles. C'est-à-dire de suivre finalement cette méthode de Foucault qui consistait à dire que en Californie, dans les milieux et les mouvements gays, il y avait beaucoup plus que l'aspiration à se voir reconnaître des droits, à se voir reconnaître une certaine tolérance, etc. Bon. Ou à demander le droit de se marier, d'adopter des enfants. C'est-à-dire la voie qu'a prise le mouvement gay, ou une partie du mouvement gay pour Foucault. Ce qui importait, ce qui l'intéressait vraiment, c'est comment un mouvement pouvait créer justement des formes de vie hautes, c'est-à-dire des expériences de vie différentes. Donc, à vous et à nous de mettre à l'épreuve ces concepts avec un certain nombre de réalités. 68, effectivement, je ne l'ai pas du tout analysé dans ce texte, Jean-François, que tu évoques, je ne l'ai pas du tout analysé à la lumière de la spiritualité. Mais ce qui est très intéressant dans 68 et qui a été assez peu étudié, justement, c'est l'inventivité du mouvement. Communauté, sans doute, mais aussi comité d'action. Et
Foucault n'en parle pas du tout. Il semble passer à côté de l'extension en quelques jours d'un phénomène remarquable qui est la création dans tous les milieux, dans tous les lycées, dans toutes les universités, dans tous les quartiers, ou presque, de comités d'action. Un terme qui a été importé d'Allemagne, de l'Université libre de Berlin. Ce sont ce genre de phénomènes collectifs qui ont pu durer d'ailleurs pour certains d'entre eux, qui sont particulièrement significatifs, je crois, de ce qu'on peut appeler des pratiques collectives de liberté. Mais je m'excuse de citer un peu les travaux que nous avons menés avec Pierre Dardot dans le livre commun. Nous restons, même si nous ne le citons pas beaucoup dans ce livre, nous restons foucaldiens d'une certaine façon, en attachant beaucoup de prix aux pratiques effectives qui permettent d'inventer un nouveau monde, d'inventer un monde autre, une relation autre. C'est ce que nous appelons justement le commun, qui passe par la création de communs, des communs qui sont justement des formes d'activité ou des formes de vie autres. Et je pense que ce qu'a annoncé Foucault pour le XXIe siècle est en train à commencer de se réaliser. Et c'est exactement pourquoi nous avons sous-titré notre livre commun « Essai sur la révolution au XXIe siècle ». Et ici, ce sous-titre a deux sens. Essai sur la révolution au XXIe siècle, ça veut dire que la révolution ne sera pas la même. L'idée de la révolution du XXe siècle n'est pas la même que celle du XXe siècle. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, la révolution du XXIe siècle, elle a commencé dans les expérimentations du commun. Et c'est un point pour nous qui a été absolument essentiel. En somme, nous avons essayé de répondre à l'invitation assez prophétique de Foucault, de prendre cette voie-là et d'être attentif aux expérimentations, les plus locales, les plus partielles, si vous voulez. Alors, cette invention, plutôt ces institutions du commun, sont directement dirigées contre la rationalité néolibérale. Les institutions du commun sont des formes d'adversité, d'opposition à la rationalité néolibérale qui ne correspond en rien, en fait, à la définition de la spiritualité, ou plutôt, il s'agit avec la rationalité néolibérale d'exploiter une aspiration à la liberté, sans doute. Mais c'est un mode de pouvoir, justement, qui se déguise, qui se masque sous les allures de la liberté, et qui ne suppose, justement, aucune invention, aucune créativité, puisque le néolibéralisme, c'est précisément la création de situations de marché, de situations de concurrence, dans lesquelles les individus sont pris et doivent jouer le jeu du marché, sans avoir aucune capacité d'aller autrement, enfin, d'aller ailleurs. Donc la question politique présente aujourd'hui, c'est bien de savoir comment échapper au jeu du marché qui nous est imposé par le néolibéralisme. C'est-à-dire comment devenir autre dans un monde marqué par la consommation généralisée, par la concurrence économique ou sociale dans lesquelles nous sommes tous impliqués. C'est-à-dire, la question politique aujourd'hui, c'est de savoir comment inventer, non pas seulement résister, mais inventer des formes d'activité et de vie autres que celles du marché. Quant au rôle du droit, alors, si vous me demandez, la question est un peu ambiguë, si vous me demandez quelle est la place du droit chez Foucault, elle est un peu en pointillé. C'est incontestable que Foucault, sans négliger le droit, comme on l'a dit souvent, n'en dit pas beaucoup, n'en dit pas grand-chose. Hein. Il y a certainement chez lui une attention aux règles de vie. Toutes les communautés nouvelles, aussi inventives soient-elles, se donnent des règles. En ce sens, il y a une production juridique. Et d'ailleurs, une production juridique qui ne vient pas du haut, qui ne vient pas de l'État. Ce qui est peut-être le plus intéressant chez Foucault, ce n'est pas tant, comme on l'a dit souvent, le contournement de la loi, c'est plutôt que pour lui,
dans l'activité elle-même, dans la vie elle-même, il y a génération, engendrement de formes de règles. Par contre, moi, ce que je peux vous répondre, pour ce qui nous concerne, Pierre Dardot et moi-même, c'est que nous pensons très, très sérieusement, et nous pensons que la question du commun, c'est-à-dire l'invention d'une nouvelle forme de société, implique un nouveau droit. Ça nous semble absolument incontournable, une question vraiment essentielle. Otras preguntas. Hacemos otra rodada de preguntas. Talvez uma pergunta um tanto ingênua, mas eu pergunto imediatamente se é possível também relacionar a experiência do homem-bomba como esta experiência que o senhor acaba de nos explicar, essa experiência de se tornar outro. Eu posso remeter ao homem-bomba, mesmo aquele que são levados a essa experiência, esse tipo de relação, de reflexão. Je vais essayer de poser la question en français, c'est mieux. Je voudrais comprendre comment, qu'est-ce qui se trouve dans l'idée de spiritualité pour qu'elle puisse remettre à cette idée de créer une nouvelle forme de vie. Et comment est-ce que Foucault peut parler de la spiritualité sans parler de la religion? Donc, je voudrais comprendre si, quand il parle de la spiritualité, pour penser la révolution iranienne, si l'idée d'autres formes de vie se trouve dans la possibilité d'une transcendance. Pourquoi l'idée de la spiritualité, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je voudrais comprendre qu'est-ce qui est le contenu de l'idée de la spiritualité pour qu'elle puisse nous remettre à penser d'autres formes de vie sans la religion. C'est un peu ça. Eu gostaria de fazer uma pergunta em português, se o Christian está de acordo. Uma pergunta que diz respeito ao teu percurso pessoal. Quer dizer, quando Foucault se queixa, quando ele constata que a nossa imaginação política secou, quando se compara com o século XVIII e XIX, ele tampouco propõe modelos ou vias concretas para outra coisa. Ele diz, eu tento ser outro, eu constato que à minha volta outros tentam ser outros, eles fazem certas coisas, a comunidade gay de um tal lugar, né? Mas ele próprio, digamos que ele próprio pertence perfeitamente a essa época de um estiolamento da imaginação política. Ele é profundamente imaginativo na forma como ele desconstrói um certo passado, como ele faz genealogias e como ele explica que o nosso passado não é exatamente aquilo que nós pensávamos que ele era. Mas ele tampouco avança novas propostas. E o que tornou muito sedutor Foucault para pessoas como eu é que nós estávamos esmagados por propostas que estavam elas cristalizadas. Por exemplo, a proposta comunista, para dizer rapidamente. A minha pergunta, no fundo, é como é que alguém como você conseguiu fazer esse salto desse mundo em que nós não queremos fazer
mais propostas, porque as propostas que foram feitas nos conduziram a tragédias ou nos conduziram a cristalizações, e passar daí para, não, novas coisas estão acontecendo e elas vão acontecer de certa forma. Que no fundo aquilo que você está fazendo com o Pierre Dardot são, digamos, propostas normativas, de um normativismo suave, doce. Você não está fazendo uma nova utopia, mas você está indicando caminhos que são talvez mais imaginativos com respeito ao futuro, que a ausência de projeto de futuro que o Foucault assumia. Ele dizia, eu não faço projetos de futuro, eu apenas constato que outras coisas estão aparecendo, mas não vou mais longe. Como é que você fez esse passo? Eu vou falar também em português, na sequência do que o Diogo disse e do que a pergunta anterior foi feita também. Eu penso que Foucault realmente não fez grandes projetos para o futuro. Ele não nos ofereceu isso. Mas não foi assim tão sem imaginação, porque a espiritualidade de que ele fala, e que não é estritamente uma espiritualidade de religião, por exemplo, ela aparece na forma, eu creio, da recuperação do souci de soi, do cuidado de si, como uma forma de espiritualidade que não é religiosa, propriamente, e que também não é uma proposta de uma falsa utopia. Não é também voltar ao passado grego e trazê-lo inteiriço para hoje, mas é uma perspectiva e que é bem propositiva. Oui, merci pour vos questions. Le sacrifice de l'homme, du kamikaze, de l'homme bombe, effectivement, est un cas limite d'une transformation de soi, d'une abolition de soi. Je crois que ce n'est pas du tout étranger, ce risque de la mort, l'affrontement de la mort, ce n'est pas du tout étranger à la pensée de Foucault. Ce n'est pas qu'il approuve, mais ça reste justement une possibilité, une manière même d'affirmer que l'on n'accepte pas ce que l'on est. Et ce qu'il dit des Iraniens qui affrontent les fusils, les tanks, à main nue, et qui meurent, sont ces exemples-là, je crois, cet exemple-là, est pour lui très significatif de ce qu'est la pratique de la spiritualité, et je dirais même la pratique de la liberté. La liberté, et Foucault le dit très souvent, ou la révolution, il dit très souvent, ne vaut que par le risque de la mort. Elle n'a de valeur que parce qu'elle met la vie en danger. Foucault pouvait se moquer des révolutionnaires qui ne mettaient pas leur vie en danger. Je n'ai pas dit quelque chose qui est, d'un point de vue autobiographique, intéressant. C'est la façon dont il valorise le mouvement des étudiants tunisiens en mars 68 au détriment des événements de 68 en France. C'est assez symptomatique, si vous voulez, d'une attitude qu'il a, qui consiste à dire qu'il faut que sa vie et sa pensée soient en coïncidence, en quelque sorte. Un révolutionnaire n'est pas quelqu'un qui fait des discours. Un vrai révolutionnaire, c'est quelqu'un qui met sa peau en danger. Deuxièmement, sur la religion et la forme de vie, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ce qui l'intéresse depuis très longtemps, depuis le début, c'est le devenir autre. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est
le fait que ce devenir autre prend des noms différents, à des moments différents de son œuvre et de sa vie, et de ses expériences. Ça a pu être la transgression, l'insurrection, la résistance, ça a pu être beaucoup de choses. Et à la fin, enfin en tout cas, à cette charnière des années 70, ce devenir autre, ce désir de devenir autre, enraciné dans le corps de chacun, de tout homme, prend le nom de spiritualité, voilà, qui ne recouvre absolument pas la religion. La question est donc pour lui de savoir si dans nos pays séculiers, laïques, on peut retrouver le sens de cette spiritualité, l'énergie de cette spiritualité, c'est-à-dire de cette aspiration collective à devenir autre. La question est ouverte pour lui, il n'est pas, quand je dis qu'il était resté un révolutionnaire, ce n'est pas un révolutionnaire de programme, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des tracts et essaye de dessiner la société de l'avenir. Ce n'est pas son genre, ce n'est pas son style. Il fait confiance, disons, aux expérimentations. Je crois que la dernière citation est assez explicite. Il pense qu'il y aura des expérimentations individuelles et collectives qui vont retrouver en quelque sorte cette énergie, qui vont renouveler cette énergie révolutionnaire, sans qu'elle soit nécessairement religieuse. Alors, Foucault et Dardot et Laval ne sont pas des Foucault. Et donc, c'est bien évident. Et donc, nous, à un certain moment, quand nous avons analysé le néolibéralisme, en même temps, parallèlement, nous sommes intéressés à toutes les formes de résistance et à toutes les formes de résistance qui étaient plus que de la résistance, justement, qui étaient aussi des formes créatrices, des discours nouveaux. Et nous avons croisé le chemin du commun, qui nous a été, il faut bien le dire, inspiré par notre ami Tony Negri, avec lequel nous entretenons un rapport d'amitié conflictuelle, si l'on peut dire. Et donc, avec lui, nous avons cherché à définir ce qu'on pouvait appeler le commun comme grand concept politique du XXIe siècle, enfin de ce qui nous semble être le grand concept politique du XXIe siècle, que Negri et Hart ont mis justement en valeur et en exergue dans leurs ouvrages. Donc nous n'en sommes pas du tout les inventeurs, nous avons repris ce concept à Hart et Negri pour lui donner une signification très différente. Et c'est parce que nous voulons, si vous voulez, des révolutionnaires différents. Voilà. Il nous semble qu'aujourd'hui, il est important de dégager un principe politique transversal qui puisse être repris, en quelque sorte, par tous ceux qui luttent, par tous les activistes, par tous les expérimentateurs de pratiques et d'activités nouvelles, pour qu'ils puissent s'en emparer afin de pouvoir justement avoir un lexique de leur activité. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que Foucault reprochait au groupuscule marxiste de 68 d'avoir empêché la naissance d'un lexique des pratiques de liberté. Eh bien, ce que nous avons essayé de faire, mais c'est une proposition, hein, ce n'est pas du tout un dogme que nous imposons, nous avons essayé de faire, c'est de proposer une conceptualité, si vous voulez, un lexique à ces nouvelles formes de lutte. Et en ce sens, je crois que nous sommes assez foucaldiens, nous restons assez foucaldiens, quand Foucault dit quelque chose qui est un peu la maxime de notre travail, les concepts viennent des luttes et doivent y retourner. On peut ajouter les concepts viennent des luttes et des pratiques de liberté, des expérimentations, des expériences utopiques, et doivent y retourner par le travail des intellectuels. Leur travail, leur tâche historique, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans la société, des mouvements du bas, et de produire justement cette conceptualité qui peut être utile, qui peut être une boîte à outils, comme disait Foucault, ou plutôt Deleuze, peut être une boîte à outils pour ceux qui luttent. Voilà pour parler un petit peu de nous, mais Diogo m'y invitait. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention, hein, et de vos questions. Merci à tous.